Salut YouTube. On va parler de Victor Ferry et ce n'est pas un bateau, c'est une vraie personne. Et ah ouais, salut YouTube, bonjour. Souvent il déteste les gens qui travaillent et il dit qu'il faut investir en bourse pour pouvoir être rentier. Et du coup on va parler de lui et rigoler. Et après on va lire des témoignages de gens qui travaillent, qui font des vrais travails sur Reddit pour voir si c'est si bien que ça d'avoir un vrai travail. Ah oui, il faut faire un bruit de ferry, on voit qui fait le meilleur bruit de ferry. Non. Vas-y. Ok, vas-y Moufette, fais-nous un bruit de ferry. Mais je viens de le faire, c'était moi. Ah pardon. Et Cassandre, fais ton bruit de ferry alors? Bah je viens de le faire, c'était moi. Bah non mais on n'a pas différencié vos bruits de ferry. Bon j'essaye de... Vas-y, refais le ferry Moufette. Fais le ferry Moufette. Ok, Cassandre. Ok, bon j'essaye. C'est pas un ferry, ça, c'est un clown à la retraite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé sur un Reddit qui s'appelle Antitaf, qui est un nom de Reddit exceptionnel. Et après, on va aller voir quelques témoignages, c'est intéressant. La plus grosse concentration de gauchistes d'Internet, et au sein de cette concentration de gauchistes d'Internet, la section la plus radicale est Reddit Antitaf. Donc là, c'est le subreddit le plus à gauche, quoi. Genre, c'est vraiment les plus radicaux de tout Internet, quoi. Merci Crimil. Ah, j'ai hâte de voir ça. Après, très bonne description du Reddit. Hein. Toi qui ne crois pas que le sens de ta vie passera par ton taf, toi qui négocie une rupture conventionnelle, toi qui ne vis pas qu'à travers l'objectif de faire carrière, toi qui négocie pour 5 heures de télétravail face à l'inflexibilité de ton employeur, et toi qui souhaites moins de place de l'emploi dans ta vie, voire l'abolition du travail. Moi, je basé. Mais c'était comme sur Facebook, t'avais les trucs en mode nurshi de flexibilité, genre t'avais les trucs un peu comme ça aussi. Il suffit de poster un commentaire pour être bandef, donc malheureusement j'ai déjà cramé ma cartouche, mais quand même, une fois de temps en temps, on va se plonger dans ce subreddit, parce que si je ne peux pas commenter sous les posts, eh bien je peux les commenter ici. Sa backstory, c'est juste, il est tombé sur le subreddit, il a voulu mettre un commentaire de droitard, du coup il s'est fait ban, du coup il dit eh ben du coup je vais faire une vidéo, comme ça vous l'aurez quand même mon commentaire, voilà, vous qui n'aimez pas le vrai travail. C'est vraiment vraiment un petit Victor Ferry, c'est fascinant. Mais moi je suis sûr, il s'est fait ban parce qu'il a fait de la promo pour sa chaîne. Il a dit bande de petits gauchistes, venez sur ma chaîne, je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre comment investir si vous ne voulez pas travailler. Vous avez qu'à investir en bourse. Il y a des tutos, je vends des formations. Qui ne veut pas travailler et qui bien souvent vit sur le dos de Nicolas. Par exemple celui-là. Oh le même Nicolas. Ah ce fils de pute. C'est Nicolas qui paye tout. On va lui prendre tout son argent à Nicolas. Ah ouais. Vraiment, j'espère vraiment qu'on va tout lui prendre, qu'il va plus rien avoir, qu'il va finir à la rue. Nicolas, celui-là on le met au champ là avec tous les streamers. Allez hop, dans un vrai travail, hop, Nicolas. On l'envoie, allez, commence à nous faire chier. Il va découvrir ce que c'est que travailler pour une fois dans sa vie. Hein. Moi, je travaille avec mes maisons. Alors, homme de 35 ans, j'ai toujours détesté ça, mais condamné à vivre avec. Mes périodes les plus heureuses sont celles où je ne travaillais pas, des périodes de chômage, etc. Je déteste faire ces 35 heures par semaine. Ce n'est pas le pire pourtant, mais c'est juste que chaque atome de mon corps me hurle qui ne souhaite pas faire ça. Ultra basé. Bah oui, ultra basé. Réel, hein. Qui n'a pas connu ce sentiment? Pour moi, en fait... moi, parce que j'ai jamais travaillé. Oui, d'accord, toi, Cassandre, on sait que t'es privilégié, c'est bon. Mais les gens qui n'ont pas ce rapport-là au travail me font peur. Les gens qui sont en mode, qui ont un travail salarié et qui trouvent ça normal et qui ne veulent pas le fuir, me paraissent vraiment complètement fous alliés, en fait. Réaction saine, non, arrête. Oui, bah oui. Moi, je pense qu'il faut 2 travails. Oui, le travail salarié et le travail militant, c'est ça? Oui, voilà. Ah oui. C'est tellement bien. Je comprends. Ça me paraît parce que Marx, en fait, sur le travail, il a dit... Certains trouvent que 5 semaines, c'est limite trop. Alors, je suis désolé, mais là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, et c'est pour ça que j'ai choisi la voie de la création de contenu et la voie de l'entrepreneuriat. Donc, je peux avoir de l'empathie par rapport à ça. Voilà. En plus, il a pas fait de mauvais choix. Hein. Le fait de passer d'un taf qui était purement alimentaire à un taf qui probablement l'intéresse plus, c'est pas mal, et je comprends sa souffrance au travail. Et pour moi, être dans une entreprise, ce serait une vraie souffrance. Et là, je m'adresse à vous, ne zappez pas les vidéos de cette chaîne où je vous parle d'investissement. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai publié une vidéo avec voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est pour ça qu'il faut que vous investissiez et devenez entrepreneur, achetez ma formation pour pouvoir entreprendre comme moi, etc. Comme ça, vous pourrez bosser sur le dos d'autres gens qui resteront aliénés parce que quoi qu'il arrive, c'est les travailleurs qui créent la valeur. Mais surtout, c'est là que tu vois que ce qui est ultra deep,
c'est que la souffrance au travail et le salariat aliénant créent des petits soldats pour les vendeurs de formation du genre de Victor Ferry, quoi. Ça veut dire que quand t'es là à vouloir... Mais combien de fois... Moi, quand t'écris dans Google « Comment se faire 2000 € par mois sans travailler ?» Genre, si t'écris cette phrase-là, tu n'as que des ventes de formation, de boursicotage, de trucs, de machin. Je pense que maintenant, les crypto-bros, ils sont de fous dans cette lane-là, etc. C'est là que tu vois qu'il y a un truc, tu vois, il y a un problème, la souffrance au travail et le rejet du travail, et qu'on laisse trop ce truc-là, le rejet du travail et la souffrance, capitaliser pour des entrepreneurs boursicoteurs insupportables et complètement cons, quoi. Et surtout, investir en bourse, ce n'est pas être entrepreneur, sale chien, désolé, genre ça n'a rien à voir. Oui, stop. Tu es au casino, c'est tout. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ces gens-là, c'est les Victor Ferry, c'est les parasites nuls du capitalisme financier. Je les déteste. Ouais. Les astuces Camas, ça marche jamais vraiment, c'est toujours la douille. Oui. Qu'est-ce que vous avez contre ceux qui investissent en bourse, en fait? Bah, tu fais fructifier... vous êtes des parasites. Vous êtes des parasites qui faites fructifier le marché, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dépendez du travail aliéné d'autres gens et en plus vous êtes directement responsable de leurs conditions de travail de merde parce que du coup le fait que les actionnaires ils décident, bah, du coup en fait c'est la dilution de la responsabilité du patron qui permet d'autant plus d'imposer des trucs de merde à ses salariés parce que tu comprends la conjoncture économique et puis l'action, il faut penser à l'action. Genre c'est... Désolé, genre c'est vraiment... Il suffit de voir combien de thunes passent chaque année de plus en plus dans la poche des actionnaires, dans les entreprises 440, etc. Pour voir que la redistribution des richesses est captée par vous, bande de petites merdes. Et surtout, ce qui est deep, c'est que vous, c'est que les Victor Ferry qui achètent des petites actions pour essayer de gratter leur thune tous les mois légitiment ceux qui se font vraiment de la maille avec ça à Wall Street, quoi. Mais bon. Rappelle que la différence entre vous, petits boursicoteurs, et les gros actionnaires et fonds d'investissement, c'est que vous n'avez pas la liquidité qu'ils ont, quoi. Vous pouvez pas enlever vos investissements aussi facilement, quoi. Bref, vous faites baiser au bout du compte. Vous forcez un peu, j'ai un bon vieux PEA où j'achète des ETF parce que je me dis que la retraite c'est dead. Bah oui, donc tu es victime littéralement de ce système-là et du coup tu dis bah au moins je vais essayer de parasiter l'autre truc. En pariant sur le fait que je vais m'en sortir individuellement. Mais ça n'enlève pas le problème, que le problème c'est que la retraite c'est dead. Mais... donc oui, on est d'accord. Mais ça, le problème c'est que c'est ta stratégie de survie. Bah oui, ça ne fait pas de toi un capitaliste. Du coup, c'est pas parce que tu utilises ça comme stratégie de survie pour te faire de la thune que tu dois défendre la bourse. Enfin, désolé, là, vous confondez les deux. C'est pas parce que tu utilises cet outil-là pour essayer de te faire de la maille et peut-être espérer avoir une retraite. Oui, ok, si tu arrives à te faire ça et à te faire mettre de la thune de... Je défends pas la bourse. Bah alors pourquoi tu dis vous forcez? Bah c'est à cause de la bourse que t'es dans cette situation. Et la raison pour laquelle la retraite, elle est baisée, c'est aussi que globalement, le plan... des petits copains financiers, capitalistes de Macron, c'est de remplacer le système de retraite par un système de mutuelles, de trucs complémentaires, etc., qui pourront être gérés par des fonds vautours, style BlackRock, etc., et faire comme les États-Unis, quoi. Et oui. Et surtout, vous servez à légitimer ce fonctionnement-là, quoi. Genre... tous les petits mecs comme toi achètent les formations de Victor Ferry. C'est pas parce que vous arrivez à survivre avec ça qu'il faut défendre la bourse. Je vous en supplie, canalisez-vous, c'est insupportable. C'est juste qu'un lambda qui fait un peu d'oseille, c'est pas Bernard Arnault. C'est pour ça que je dis que vous êtes des petits. C'est ça, que c'est encore plus minable, j'ai juré. Mais oui. Oui, vous n'avez même pas les avantages qu'ils ont. C'est si vous commencez à investir que vous allez commencer à goûter à la liberté, même si vous êtes salarié. Parce que vous allez réaliser que c'est possible de se créer un flux continu de revenus. Et au bout d'un moment, bah, ce flux continu vous permettra de lâcher le pied. Et moi, j'ai une question. Donc, on est d'accord que l'émancipation des salariés aliénés que Victor Ferry adore défendre doit passer par le boursicotage. Mais si tout le monde boursicote, qui va travailler pour pouvoir boursicoter sur leur dos? C'est là où, désolé, mais que votre fonctionnement ne peut pas être un idéal de société. Parce que si on se met tous à investir en bourse et qu'on arrête tous de travailler, bah il y aura plus rien sur quoi boursicoter. Ça me paraît être complètement cool. Bah oui. Vous savez que c'est pas l'un ou l'autre. Mais là, donc toi, t'es en train de dire qu'en plus de travailler, faut que j'aille en bourse. Ah mais oui, je connais les salariés intéressés à qui on fait dépenser leur thune plutôt que d'avoir des augmentations de salaire, on leur crée des actions de merde. Pire douille ça. Je fabrique des choses et j'ai un bon vieux boulot salarié. Eh ben c'est triste. Ça veut dire que ton boulot ne te permet pas... Ton boulot ne te permet pas de vivre, t'es obligé de boursicoter pour espérer d'avoir la retraite et tu viens défendre ça. En fait, moi je trouve ça fou que tu n'arrives pas à voir le problème, que t'es obligé d'être salarié et d'aller boursicoter pour pouvoir espérer ne pas travailler jusqu'à 70 ans. Mais bon, si tu remets ton destin entre le sort de la bourse et du capitalisme, qui me paraît être une méthode d'investissement safe et très stable, mais après, l'histoire nous l'a montré. Mais c'est ce que dit aussi The Great Atlas sur le chat, c'est que aussi,
Maintenant, ta banque qui t'indexe automatiquement tes différents livrets sur la bourse, etc., c'est déjà un truc qui nous est imposé. Genre, c'est déjà un truc genre que limite tu choisis pas parce que c'est comme ça que tout le système économique veut te contraindre à fonctionner et à être dépendant des aléas de la bourse, etc. Donc en fait, c'est aussi une évolution économique qui est en train de se faire malgré nous et qui est en train de nous baiser, quoi. Même débat, tu anticapitalistes sur un iPhone. Alors, moi, je vois quand même une différence entre acheter un iPhone et boursicoter en achetant des trucs BlackRock. Hein. Je trouve quand même que... Après voilà, si vous, c'est votre stratégie de survie pour faire de la maille, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Mais bon, je vous trouve un peu minable quand même. Après, force à vous, hein, tant mieux. Hein. Mais venez pas défendre... tout ça, en fait, moi, je trouve ça deep. Moi, je suis désolé, j'ai passé ma vie intérimaire. Et j'aimais bien parce que, par exemple, quand t'es intérimaire, tu touches un peu plus de thunes. Je vais pas défendre l'intérim. Pourtant, j'étais content. J'étais en mode, quand j'étais salarié en CDD, j'avais un peu moins d'argent à la fin du mois. Oui, bah, je vais pas défendre l'intérim pour autant. Je suis pas complètement débile non plus. À un moment donné, vous êtes capable de faire la différence des choses, vous pouvez avoir un cerveau. Surtout, je trouve ça fascinant, les gens, parce que de base, on disait Victor Ferry, le petit boursicoteur parasite, et c'est des gens qui ont quelques placements ici et là pour arrondir leur retraite qui se sentent concernés, quoi. Genre, est-ce que vous vendez des formations pour pousser les gens à entreprendre et être persuadés que c'est des entrepreneurs parce qu'ils jouent leur argent? Vous avez une compagnie, un truc de genre. Et vous parlez de ceux qui investissent pour s'en sortir. Une compagnie. Une compagnie. Company. Une company. You have a company. Toutes les épargnes sur bourse, c'est pas toi qui choisis où va ton fric. Oui, c'est un PB, je suis d'accord. Bah oui. Ah oui. Le fait que quand t'es dans une banque, les gens, la banque boursicote avec ton argent, je trouve ça scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Bah surtout oui, qu'au final, ils boursicotent avec ta thune et te font quand même payer des ajouts de fils de pute. Moi, je suis une personne simple. Hein. Et après, ils boursicotent tellement avec ton truc qu'ils se mettent à acheter des paquets d'actions sales et ça fait la crise de 2008, quoi. Ah ouais. Et du coup, tu perds toute ta thune. Ah ouais. Et t'as des pays entiers qui sont niqués à cause de ça. On a une compagnie, parce qu'on a un peu des théâtres. On a une entreprise. Je vis plus en France, désolé, ça n'est pas mon argument moins valable. Mais t'as conscience qu'on n'est pas coté en bourse quand même. Genre, quand même, t'as conscience qu'on n'est pas une entreprise d'investissement boursier. Tu te rends bien compte que c'est pas pareil. Après, oui, on est des boutiquiers de fous. Mais high place de limite, hâte boursicotage et investissement et arnaque crypto-bro de quoi. Voilà, c'est mon éthique personnelle dans le capitalisme pour me faire pardonner d'être un boutiquier. Encore une fois, moi, si je devais donner un conseil à une personne comme ça, c'est s'il est informaticien, il doit avoir une tête qui tourne bien, il doit être capable de créer certains trucs. Donc, deux choses, on commence à investir et puis on se crée quelque chose à côté du travail. On commence à être business de création de contenu, hein, parce que la création de contenu, au bout d'un moment, surtout si vous vous formez bien, bah ça peut rapidement déboucher sur quelque chose qui vous rapporte vraiment. T'as plein de gens qui se lancent là-dessus, t'as des gens genre ils pètent jamais en fait, c'est tout le truc en ce moment, toute l'économie d'internet qui commence de plus en plus à tourner avec les contenus générés par IA, t'as plein de formations en mode créer vos trucs IA, TikTok, etc. Faire 20 comptes TikTok différents pour essayer de générer 2000 balles par mois. C'est ça, machin, et en vrai t'as juste un petit nombre de personnes qui réussissent et c'est la guerre parce que le truc est très vite bouché, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc c'est... Mais c'est pour ça que les gens ils sont fixés sur 10 streamers de gauche, sur leur argent, ça me fait trop rire. Alors que les vrais business, c'est ça. Les trucs de... Bah oui. Moi j'en vois sur TikTok, les bails de business où en fait tu génères des TikTok IA à l'appel, où tu ouvres des dizaines et des dizaines de comptes TikTok et en fait ton but c'est d'avoir des comptes TikTok qui te ramènent 100, 200 balles, 300 balles chacun pour espérer arriver et que en fait sur tes comptes TikTok si t'arrives à ne serait-ce que faire quelques vidéos qui font des gros stats, ça fait ta monétisation. Aujourd'hui que l'aboutissement ultime de tout ça soit de bosser comme des débiles et de consommer, je ne comprends pas. Alors la consommation c'est pas débile, par contre bosser dans quelque chose qu'on n'aime pas, oui c'est pas malin. Mais les gens n'ont pas le choix, Victor. Mais oui. Les gens n'ont pas le choix, les gens doivent manger. Je vais aller voir la caissière du supermarché en bas de chez moi. Je vais dire pas très malin quand même de bosser dans un truc de merde. Voilà. Tu veux pas plutôt entreprendre, hein? On n'a pas encore investi en bourse, le débile. Les bêtes. Voilà. Peut-être que tu souriras un petit peu plus si. Mais tu l'imagines à la caisse du Carrefour, genre une meuf qui dit j'en ai marre et dit je suis Victor Ferry, je fais des formations. Non, la vérité. Il les regarde et il les méprise en se disant je suis supérieur car moi j'ai craqué le code du capitalisme. Genre, moi je pense que ne les conscientise pas. Moi ma take pour avoir travaillé en caisse dans des commerces où il y a des riches qui passent, c'est que ils ne conscientisent même pas ton existence. Oui, c'est vrai. C'est qu'ils ne conscientisent même pas le fait qu'ils reçoivent un service. Sauf pour râler. Ah oui, sauf quand il y a un problème. Quand ils râlent d'un coup, ils te connaissent bien. Pour moi, le pire bail, c'est ceux qui font genre d'être cool et qui, justement, le sous-entendu, c'est une injonction à ce que tu interagisses avec eux parce qu'ils ont voulu être humains avec toi. Et si tu rentres pas dans leurs petites blagues, dans leurs petits rapports de fils de pute, et ben ça redevient des enculés. Ouais, mais des fois,
c'est des retraités qui font ça, et en vrai, surtout qu'ils sont seuls. Ouais, mais alors eux, qui niquent leur mère. Avec leurs chaussons, là, et leurs jambes poteaux dans leurs chaussons, là. Ah, oui, mais c'est bon. Auréa, elle a dit que la souffrance, c'était subjectif. J'ai la ref, mais elle est alambiquée, ta ref. Un sourire, ça mange pas de pain. Ah ouais. Ta mère va crever. Crève, sale vieille de merde, crève. Pardon, petit PTSD. Le problème de beaucoup de gens qui ont une mentalité de gauche, c'est qu'ils méprisent et souvent ils injurient ceux qui leur proposent la voie alternative. Parce que la voie... Espèce de petit sale merde. Jamais on n'investisse personne, espèce d'enculé. Ça n'arrive jamais qu'on soit insultant avec des petits fils de merde comme toi. Non mais c'est un parasite. Vous avez compris la blague. La blague, c'est qu'il dit qu'on insulte pas. On a fait exactement qu'est-ce qu'il a dit qu'on allait faire. On l'a insulté, du coup, c'est drôle parce qu'on a créé. Après, j'avais déjà méprisé tout à l'heure, donc. Mais toi, t'es plus un bourge que lui, donc tu peux le mépriser. Alors que Moufette et moi, on a que l'arme de la médiocrité prolétaire à lui opposer. Oui. Désolé. L'alternative, c'est pas venez, on va faire des manifs et puis tout le monde va arrêter de travailler. Et voilà, les petits boursicoteurs sont les remparts actifs à un soulèvement populaire pour réclamer de vivre bien, en fait. Mais c'est pas pour rien ça, que c'est de la vraie boutique. En vrai de vrai, blague à part, c'est vraiment ça la boutique. Bah quoi. Oui. Tu vois vraiment que c'est des gens qui sont en mode vous aimez pas votre travail. Boursicoter, n'allez pas manifester, quoi. Genre, c'est vraiment. Mais c'est pas pour rien qu'une des strates du patronat, ça a été de remplacer les augmentations de salaire par des primes d'intéressement à la con. Hein. Et oui. C'est parce que ça te fait rentrer dans un mindset où, du coup, tu penses confondre tes intérêts économiques avec ceux de ton patron, alors que toujours pas, t'es toujours un salarié de merde. Mais moi, quand j'ai bossé en centre d'appel et que t'avais un tableau mis à jour en temps réel par le manager pour les ventes additionnelles et ventes complémentaires, où moi j'avais mon nom en bas avec 0 petit bâton à côté toute la journée. Fierté. Bon, après, je m'en battais les couilles, quoi. Mais tu vois vraiment que les gens, du coup, le niveau de tryhard que ça crée chez certains, de ta prime, mais genre, t'avais même des trucs où des fois, tu pouvais avoir de l'argent, mais la vérité aussi, c'était des coca, des places de ciné, des trucs dont je me bats les couilles, désolé. Oui. Je m'en branle. Et des gens, je pense, étaient prêts à se battre jusqu'au sang pour le bon d'achat et la place de ciné. Bref. C'est pas interdit le truc du tableau. Bah, en tout cas, à l'époque, ça ne l'était pas. Non, c'était 0 interdit. Hein. Alors oui, il ne faut pas que de l'oisiveté, bien sûr, mais il y a une différence majeure entre l'inactivité totale et le travail tel qu'il est conçu aujourd'hui. L'usine, c'est la magie, la valeur travail. Je n'y vois qu'un moyen de soumettre des moutons à un vide existentiel absolu. Basé. Je suis d'accord avec ce message sur Reddit. Oui. Ouais, mais c'est parce que, encore une fois, je comprends très bien qu'on puisse sentir ça quand on est seulement un petit maillon d'une chaîne qui n'a pas de sens pour nous. J'adore petit maillon d'une chaîne qui n'a pas de sens pour nous, dit le boursicoteur médiocre c'est même pas le maillon de la chaîne, c'est une petite poussière dans un truc qui est bien plus grand que lui, quoi. C'est fascinant. Hein. Genre, c'est vraiment, ce tir de contre son camp, c'est... Frère, tu n'es pas BlackRock, en fait. Mais parce que, mais c'est là, mais l'intérêt de BlackRock... Victor, je fais des vidéos sur la rhétorique Ferry pour vendre des formations de merde à mes abonnés. Mais moi, je me demande, il n'y a pas des gros cerveaux économistes, les boursicoteurs à la Victor Ferry, c'est dans la globalité de l'argent qui circule dans ce truc, c'est beaucoup. Je me demande à quel point c'est déterminant économiquement dans le capitalisme, ces mecs-là. On est d'accord que c'est que dalle, donc c'est vraiment de l'intérêt symbolique et que ces mecs-là sont vraiment là pour légitimer l'existence de ce truc. C'est fou, quoi, parce que genre économiquement, ça a aucun intérêt, quoi. C'est le lumpen capitalisme. Ouais, de fou, je vois ce que tu veux dire. Les gratteurs. C'est vraiment les mercenaires, quoi. Mais surtout pour moi, en fait, l'intérêt qu'eux ils ont, c'est pas l'argent qu'ils mettent en bourse, c'est le fait qu'ils vont passer leur temps à légitimer le fait que ça existe au prolo pour être sûr qu'ils aillent pas chercher les actionnaires pour les pendre sur Roblox. C'est la mise au pas des pauvres, quoi. Ouais, en mode changez votre mindset et vous inquiétez pas, vous vous plaindrez moins. 10% petits porteurs, voilà. Et t'as 10% d'un truc qui légitime les 90% restants, quoi. C'est fascinant. C'est deep, mais moi je trouve que c'est là que tu vois qu'il a une bonne stratégie en termes de marketing et de ciblage de clientèle. Oui, de fou. C'est que vraiment, tu sens que lui, il vise les déprimés qui traînent sur Internet, aliénés dans leur taf de merde, qui seraient prêts à tout tenter pour pouvoir échapper à cette aliénation-là. Je trouve ça très malin. C'est pour ça qu'il a commencé sa vidéo en présentant ça comme le bastion du gauchisme sur Internet, etc. C'est qu'il voit la potentialité de transformation, tu sais, dans un subreddit où tout le monde se plaint de leur truc de taf, etc. Ça peut potentiellement les politiser à gauche. Du coup, lui, sa strat, c'est de venir les prendre avant en mode non, venez plutôt de mon côté, devenez plutôt des libertariens teubés au lieu de devenir de gauche. Allez pas à la même conclusion. Partez du même truc, mais pas à la même conclusion, quoi. C'est vraiment littéralement la contre-révolution.
L'autre chose qui est, je pense, très problématique dans le monde francophone, c'est que ça coûte tellement cher d'embaucher et ça coûte tellement cher de virer qu'on se retrouve avec des erreurs de recrutement parce que c'est un miracle, un recrutement qui se passe bien. C'est pas le recrutement le problème, c'est votre management de merde qui fait que vous démotivez les gens et du coup c'est tiens, pourquoi mon employé il bosse pas, il se touche la nouille, peut-être parce que tu le payes pas assez pour ce que tu lui demandes et que tu lui hurles dessus aussi, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas qu'il avait pas les bonnes capacités, c'est peut-être que c'est toi qui les développe pas assez. Puis si tu peux pas embaucher des gens parce que tu te fais pas assez de thunes, skill issue. Si t'es un chat d'entrepreneur, normalement t'as la capacité de générer de quoi embaucher quelqu'un quoi. Bah c'est vrai ça. Oh là là. T'as plus d'employés que lui, c'est toi qui devrais lui vendre une formation. Ah mais oui, non mais ça boutique tourne mal. Hein. Si t'arrives pas à embaucher parce que tu te fais pas assez de thunes, bah tu revois ton business plan. Bah oui, c'est ça. Mais nous, par exemple, nous c'est la stratégie qu'on a. Nous, la stratégie là, c'est d'essayer de faire de la maille pour pouvoir faire des projets et que les gens ils aient plus du SMIC. Nous, c'est notre stratégie actuelle de business plan. Oui, c'est une stratégie d'augmentation de salaire. On va faire en sorte de mettre en place des choses pour que les gens qui taffent soient pas au SMIC, quoi. Qu'ils se fassent de la maille, quoi. Bah, est-ce qu'on va y arriver? On va voir, mais on va essayer de faire en sorte que oui. Pour le poste, etc. Et donc, tu vas me rendre riche, Moufette? Ouais. Tu sais que je crois en toi. Allez, rends-nous riche. Le dis pas rends-nous riche, la mouffe. Le dis pas aux autres que j'ai dit ça, mais pour moi, t'es celle en qui je crois le plus dans la boîte. C'est vrai? Waouh! Non, mais t'inquiète, Cassandre, le dis pas aux autres. Mais toi, c'est pas la boîte, c'est toi en qui je crois le plus dans la boite. C'est quoi? Hein? T'as dit ça à moi, à Cassandre? Milan, ne le dis pas aux autres. Mais c'est en toi que je crois en plus dans la boîte. Hein, Ilyes, tu sais très bien que le dis pas aux autres, mais c'est en toi que je crois le plus dans la boîte. Moi, j'ai vu son react, j'ai cru en lui. Moi aussi, je crois en lui. Oui, je crois en toi, Ilyes. Moi, je crois en vous tous, mes amis. Tu l'as bien baisé. C'est l'employé du mois sur la cuisse, c'est ça. Chaque fois qu'un employé est l'employé du mois, je me le tatoue. C'est le business plan. Celui qui les a recrutés se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est terrible ce qu'on est en train de faire, donc c'est très compliqué en fait, ça macère en vase clos, et donc la manière de régler ça, c'est de permettre aux entreprises que ça leur coûte moins cher d'embaucher quelqu'un, que ça leur coûte moins cher de payer quelqu'un, et que ce soit pas un drame de virer quelqu'un. Mais surtout que là où moi je trouve que vraiment ces gens n'ont pas eu de rapport au patronat, de croire que si tu supprimes les cotises, les patrons vont te donner la différence. Ah ouais, non, les boîtes. C'est pas pour vous voulez moins de cotifs, c'est pas pour mieux payer les gens, c'est pour les payer pareil et vous faire plus de thunes. Pourquoi vous mentez? C'est toute la douille du Rassemblement national de prétendre qu'ils veulent augmenter le salaire, mais en fait comment ils augmentent le salaire? En payant le salaire brut comme du salaire net et en retirant du coup toutes les cotisations au milieu et en retirant tout le salaire différé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont augmenter les salaires comme ça, du coup les patrons ils vont dire ah mais attends, mon employé que je pouvais payer au SMIC, là il va avoir plus de thunes. Mais attends, il va se mettre à vouloir négocier et tout, il va être plus confortable et tout. Non, du coup, je peux me permettre ça va me coûter moins cher si je lui donne encore moins, du coup. Mais en plus, l'arnaque, la vérité, c'est que tu ferais sauter, genre sur un salaire où il y a 800 balles de cotisation, tu fais sauter les 800 balles de cotise, allez, peut-être que le salarié, le patron, dans sa grande générosité, va augmenter de 150 balles et le reste, il va se mettre dans sa poche. Sauf que le salarié, il aura plus de salaire différé et il va avoir l'air bien con avec ses 100 balles de plus par mois, qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Si les salariés sont trop cons pour réclamer ça, qu'ils aillent se faire foutre. Hein. C'est du salaire. Bonne chance quand tu seras malade ou que ton gosse sera malade ou quoi. Vous avez baissé la TVA des restos pour que les prix baissent. Oui, voilà, très bon exemple. Oui. Typiquement. C'est vraiment, mais on le voit avec l'inflation qu'on s'est mangé là, avec la guerre en Ukraine. On parle du salaire brut payé en net, le patron il gagne sur la fin du super brut, n'importe quoi. Vous faites pas avoir. Quand il y a eu la méga inflation à partir du début de la guerre en Ukraine, etc., où en fait les entreprises qui étaient en mode non mais vous comprenez parce que la supply chain a été tellement bouleversée avec la guerre en Ukraine, etc. Et en fait on a observé, en fait non, c'est juste qu'ils ont fait des records de profit, ils ont profité de la guerre pour justifier d'augmenter les prix comme c'est pas permis quoi. Et oui, il y a quelqu'un qui a dit le SMIC est subventionné, c'est ça le problème, c'est que en fait si t'as des salariés, vouloir sortir les gens du SMIC, ça coûte turbo de la thune. Et après, quand les gens par contre, quand t'arrives dans des gros salaires, les augmenter c'est moins vénère dans le truc, mais là aujourd'hui t'as vraiment un système. Oui, le palier de passer de SMIC à un peu au-dessus, c'est être vénère, et puis après c'est plus progressif. C'est ça. Mais là en fait t'as une situation où t'as tous les arguments pour les petits patrons vrais boutiquiers pour ne jamais sortir personne du SMIC. C'est que en réalité, t'as vraiment un bon de cotisation, mais après à un moment donné, justement, faudrait que les cotisations elles soient plus chères sur les bas salaires. À la limite, tu vois, ou j'en sais rien, enfin tu vois, ou en tout cas qu'elles soient lissées, ou je sais pas, mais tu vois, en tout cas, parce que ça c'est excuse des patrons de mais vous vous rendez compte que si je te paye plus du SMIC, je vais machin, enfin tu vois, mais ça c'est vraiment des bad, mais c'est là que tu vois que tout a été construit pour créer des excuses. Moi je vois vraiment les discussions petits commerçants dedans.
Ah Mais ouais. tu comprends, je te paye au SMIC, mais tu te rends compte que si je te manque de 300 €, moi ça me coûte je sais pas combien de plus. Bah nique ta mère. Hein. Je sais pas en fait si les gens qui réussissent en entreprise sont nécessairement des blaireaux, mais effectivement, moi ce que je peux dire de ça, c'est qu'une des choses qui m'a fait partir du monde de la recherche, c'est que moi je pensais que le travail me sauverait, Justice. à savoir le simple fait de travailler un maximum, de publier un maximum, c'était ça qui me sauverait, mais en fait ce qui sauve c'est aussi de faire du networking. Et je comprends moi que les gens préfèrent bosser avec des gens qu'ils aiment bien, préfèrent recruter des gens qu'ils aiment bien, etc. Et moi j'ai toujours fui les mondanités, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment j'ai pas pu monter tellement haut, mais heureusement. Donc il dit lui-même, je sais pas si les gens qui réussissent en entreprise c'est des blaireaux et que là, mais c'est vrai que moi, comme il fallait publier et faire du réseautage, bah ça m'a saoulé, j'avais la flemme de travail. Et du coup c'est pour ça que j'ai quitté l'université. Ah ouais d'accord. Ah oui, genre Et il voit pas le problème quoi. C'est- Justement, il voit pas le problème du truc où il faut absolument publier, etc. C'est un gros problème. Il a pas tort sur l'aspect réseau de l'entre-soi. Bah oui. Ah mais Moi, totalement. mais Là, en non, fait, mais c'est là que sur sa le- oui, il a stratégie est totalement bonne. raison. C'est qu'il prend les vrais problèmes du truc pour amener les gens à filer je sais pas combien pour pouvoir avoir un appel Discord pour qu'il leur explique comment boursicoter. C'est ça le truc, les gens. C'est que c'est trop facile de prendre les... C'est ce qu'on dit depuis tard, c'est trop facile de prendre les vrais problèmes que t'as dans le salariat et dans la vie en entreprise et de machin pour dire bon bah t'inquiète, tu vas te faire de l'argent grâce à la bourse quoi. Moi je vais aller voir, bon du coup là j'avais pris justement celui qu'il a lu, je sais, oui c'était celui-là. Il y a des témoignages assez sympas sur le vas-y, travail. Moi vas-y, je trouve vas-y. que c'est important d'aller sur ce genre de truc. Imo, on a oublié. C'est bien aussi des fois de retourner vers le peuple. Nous, en tant que boutiquier déconnecté, je pense que c'est important même de faire découvrir, quoi la à vie Kazan la vraie Exactement. C'est vie, quoi la vie du peuple? la vie vraie du vie du peuple, vrai peuple. la vie des travailleurs. Je découvre, attends, je vais me mettre en mode Ouais, je vais te écoute lire, active, je vais écouter. Pour faire simple et efficace, quand tu veux dépointer, tu dois demander l'autorisation du manager. Et en fermeture, vers minuit, après le nettoyage, tu dois demander à pouvoir quitter le McDo. Ah bon, pourtant t'as fini ta journée. Après avoir dépointé et être changé. Ça veut dire que, mais ça c'est réel, moi dans le taf, tu te changes, tu mets fin à ta journée de travail, mais t'as pas encore le droit de te barrer. Ça veut dire que des fois, tu dois attendre 5, 10, 15 minutes Et pour te pourquoi? donne l'autorisation de partir. C'est du contrôle coercitif. Au cas où il y aurait besoin, parce que le temps de vérifier que tu as bien fait ta tâche, bon, il y a plein d'excuses possibles, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas vérifié que vous aviez bien fait ça. Attends, moi, j'ai pas fini ton truc, machin, truc. Et de toute façon, c'est par principe, déjà, de base. Tu dois demander pour quitter le McDo après avoir dépointé. Sauf que j'étais sur mon vélo ce soir, quand un collègue m'a dit de revenir, car le manager n'a pas autorisé à partir ce sale capot de merde. Je suis très heureux de comment c'est écrit. J'ai lâché un bon, je m'en bats les couilles. Bien placé et je suis parti. Bravo. L'angle alpha, c'est Oui, ouvert. bravo. Oui, l'angle Tu as alpha. raison, tu as raison. Je suis étudiant, il faut que je bosse encore 5 jours pour couvrir mes frais de l'été, puis je démissionnerai. En plus, avec le 14 juillet, c'était un rush de zinzin. On était en sous-effectif, 8 contre 11 habituellement, ça 4 aussi. nouveaux dont moi. Vraiment, les petits chefs, ces capots qui se sentent plus pissés avec leurs 1800 € net, j'ai l'impression d'être au collège. Je hais le salariat. Je précise que j'ai débuté jeudi. J'ai signé mon contrat, mais je n'ai pas eu ma copie signée, mon McDo étant petit. Il n'y a pas de directeur, j'ai une pointeuse et j'ai pris en photo les plannings dont je fais partie. J'ai signé le contrat, j'ai la feuille d'URSSAF et j'ai envoyé un mail à la RH qui m'a confirmé à l'oral que j'étais bien embauché, mais j'ai pas la copie du contrat signé par McDo. Ne t'inquiète pas, les contrats oraux suffisent. Tu peux même attendre, ne dis rien, ils pourraient même te requalifier en CDI. Et donc, s'ils veulent te virer, Pourquoi ils je sont crois obligés pas de te qu'ils virer comme un CDI. Mais bon, Mais ça, c'est vraiment le truc, la strate de mettre en sous-effectif exprès. bah bien sûr. C'est Parce vraiment. que c'est de la mise en pression, mais parce que c'est aussi bah ouais. des économies. C'est que tu stress testes, et ça là aussi, la mise en sous-effectif dans plein de boîtes, c'est aussi de la gestion salariale, de dire, vas-y là, on fait des tests, on fait un moment de rush, on est censé être 10, j'en mets 8. À quel point on peut Et les si je essorer. vois que ça marche, bah après, j'ai même plus besoin d'en avoir 10 à l'année. Ah ouais. C'est que ça me prouve bien que je peux n'avoir que 8 salariés et le sous-effectif devient l'effectif normal. Tu as badgé ton départ, tu n'es plus en temps de travail effectif, bon, on connaît. Et lui qui rigole à mon manager qui prend les badges de tous les employés pour les faire dépointer à l'heure qui arrange la compta. Et tu dois continuer à bosser 2 heures gratis. J'ai tenu 3 mois à McDo. Je me suis dit être en galère, c'est peut-être mieux que ça. Ils n'avaient pas reçu la note sur la fin de l'esclavage. L'inspection du travail adore ce genre de truc. L'inspection du travail a été détruite, c'est de plus en plus difficile d'avoir des gens qui puissent faire des contrôles. C'est bien pour ça qu'ils peuvent se permettre ce genre de truc. Mais ça, c'est fascinant. Il y a vraiment un boulot actif de détricotage de l'inspection du travail, notamment baisser le nombre d'admissions au concours, le nombre de places dans l'école de formation, les trucs comme ça, etc. C'est vraiment, ils ont baissé progressivement les effectifs, définancé progressivement, etc. Et du coup, maintenant, l'inspection du travail, ils sont 3 pour gérer des milliers d'entreprises. C'est quoi ces McDo de fils de pute? Moi, les 2 où j'ai bossé, c'était pas comme ça. Bah, c'est au petit bonheur la chance. Hein. L'organisation te permet de le faire, et après, si tu tombes sur un manager cool, t'as de la chance, mais c'est vraiment uniquement, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Alors celui-là, il est un peu long.
Mais c'est sur le nouveau truc France Travail, il est assez parlant. Vas-y. Surtout, je trouve que c'est incroyable. Tu vois la colère des gens de leur réel, quoi. J'ai plus de 30 ans, profil scientifique informatique. Déjà tenté de me lancer dans l'entrepreneuriat. Suite à un licenciement d'un emploi dans l'industrie, c'est quoi, IT ? Non, IT, c'est l'informatique, quoi. Informatique et des difficultés financières. Ces dernières années, je suis à l'heure actuelle sans emploi, RSA et sans voiture. Après plusieurs mois sans logement, j'ai intégré pour la première fois un logement social dans un village à 40 minutes d'Annecy, etc., etc. Un rendez-vous téléphonique m'a été fixé début juin avec une nouvelle conseillère. Dès la première seconde où je décroche, j'ai comme un robot qui s'enclenche. J'ai écouté 4 bonnes minutes de bourrage de crâne sans que je puisse dire un mot. Je comprends à ce moment que je suis dans le viseur de la nouvelle loi Pôle emploi avec un accompagnement intensif. Un contrat d'engagement a été signé numériquement à cette date. Sauf que je n'ai aucun aperçu dans mon espace personnel, ni synthèse de notre échange. Le conseiller peut manifestement générer des contrats unilatéralement, ce qui m'agace assez de ne pas savoir dans quoi je suis réellement engagé. On avait à l'oral convenu, imposé qu'elle me programme dès qu'une place se libère un rendez-vous atelier créé à entreprise pour repartir sur potentiellement du freelance. 10 jours après, je reçois un mail d'absence au précédent rendez-vous, suivi d'une nouvelle convocation fixée dans quelques jours, soit 2 semaines entre mon rendez-vous téléphonique et ce nouveau rendez-vous qui est cette fois en physique. Je m'inquiète évidemment des conséquences de ce mail d'absence ayant honoré le rendez-vous mais n'ayant aucune preuve de celui-ci. De plus, le courrier papier de convocation est arrivé après la date de rendez-vous. Heureusement que je me connecte régulièrement. J'appelle l'oncle 3949 qui me dit que c'est une erreur, car effectivement j'ai un contrat d'engagement signé à cette date, donc j'ai dû être présent, et me conseille de ne pas venir au rendez-vous physique. Non. C'est rare d'avoir des rendez-vous aussi proches. Au secours. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'envoie quand même un message à la nouvelle conseillère. Le délai est de 2 jours ouvrés. On est le vendredi après-midi et mon rendez-vous est lundi. Coup de chance, en fin d'après-midi, elle me répond que j'ai bien un rendez-vous physique et que l'absence est une erreur de sa part qu'elle va régulariser. Mais elle rajoute bien que je n'ai pas encore mis à jour mon CV et que si je ne suis pas disponible ce lundi, je devais déclarer mes jours d'absence. Je m'exécute, je refais mon CV dans le week-end, même si on n'était pas parti sur une recherche employeur, mais du freelance. Le jour J, je me pointe vu que je suis bien là. Je lui fais comprendre que je n'ai pas accès au contrat d'engagement dans mon espace personnel, mais elle ne me croit pas, je le vois bien. Il n'y a pas de réseau 4G, ça ne passe pas. Je ne peux lui prouver en direct. Dommage. Elle me rabâche que je suis en accompagnement intensif, que maintenant il faut que je travaille, que les convocations papier n'ont plus lieu d'être, que je suis un informaticien, que de toute façon je dois me contacter au moins 2 fois par semaine. Je lui réponds que je ne savais pas cela, que je n'ai jamais entendu cela. Elle le prend assez mal. Elle a de son propre chef désactivé l'option papier, alors que je lui avais dit préférer recevoir le doublon papier. Je n'ai pas d'imprimante. Je n'ose pas m'opposer plus pour ne pas envenimer la situation. Dans mon domaine, avec des trous dans mon CV, avec des certifications, oui, mais plus valides, je ne suis pas employable en l'état. Même si sur ma fiche de recherche est encore indiqué un job d'ingénieur à 3 000 €. J'essaye donc pour ça de remettre à jour sur les technos pour travailler dans le domaine. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Elle me dit que maintenant maintenant il me faut trouver un job alimentaire. Ça va me faire du sonner social, qu'elle me dit. Je me connais. Le lien social des jobs alimentaires de merde, on l'a vu tout à l'heure sur le McDo. Je me connais. Je ne tiendrai pas et idéologiquement, je ne souhaite pas faire un job dit alimentaire où on est encore plus contraint d'y rester. J'ai une vision, je le conçois particulière de la vie. Je m'adapte, je peux me satisfaire de peu s'il le faut. C'est pas une vision particulière de la vie, c'est tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux en fait, genre allô. La discussion est tendue depuis le début. Elle n'a pas apprécié que je lui rappelle dans la discussion l'erreur d'absence de rendez-vous. Non pas pour la culpabiliser, même si en réalité c'est elle qui a merdé, mais parce que de mon côté, il y a eu un cumul d'anormalités. J'adore parce qu'il fait que s'excuser, être en mode mais les gens, c'est pas vraiment abusé ce que je dis. C'est là que tu vois à quel point ça rentre dans ta psyché, quoi. Alors, bah oui, mais France Travail, l'enfer. Ouais. Elle n'avait pas fait la synthèse d'échange non plus. Pour continuer, elle me répond que de toute façon, si je ne fais pas cela, elle pourra à terme me proposer un contrat d'insertion d'achat-vente-objet vers chez moi, en précisant la file. Un petit boulot que si je le refuse, je serai radié. Elle commence donc les menaces. Je lui réponds ok, de toute façon, je suis prêt à tout signer. Au pire, l'employeur comprendra qu'il a mieux à me licencier que de me garder sur son taf de merde. Puis elle me fait un schéma sur papier. Vous voyez, si vous avez un CDD, eh bien après vous avez les ARE. Je lui fais répéter pour être sûr d'avoir compris. Elle me dit, si je résume, que son but c'est de me trouver un job, peu importe mes envies, pour être à nouveau chez eux. J'essaie de rester calme et je repars sur un des points de discussion qui était de faire un atelier créé entreprise pour potentiellement être en freelance, en dev. Ce qu'elle accepte. Elle me parle d'un énième portail de France Travail pour trouver une boîte en immersion, car je dois chercher pour au moins réaliser une immersion, pour ne pas dire un stage gratuit à mes frais de déplacement. Elle me montre en direct ce que je peux rechercher, sauf qu'aucune entreprise ne sort après 4 tentatives de recherche, même avec un élargissement à 100 km. Un peu gênée de voir que son appli est une coquille vide, elle me dit que ça va quand même me servir. Ma connexion 4G passe, je lui montre mon espace personnel, comme prévu, rien dans mes courriers. Elle fait une pirouette en me disant que de toute façon ça a été transmis à la CAF, que je devrais l'avoir de leur côté. Sauf que bien sûr je n'ai rien eu du tout.
Bien sûr, et après, t'auras bien les appels. Ah non, mais faut demander à France Travail. Ah non, faut demander à la CAF. Ah, mais vous êtes sûr de demander à... Non, mais c'est vraiment tout pour pouvoir radier gratos des gens. Pôle emploi, les baratinés, oh là là. Ah ouais. Elle m'imprime finalement mon contrat d'accompagnement en papier remis en main propre. Je constate que je dois faire 10 heures d'activité par semaine avec des démarches à réaliser, mais que ces démarches sont amenées à changer avec les rendez-vous suivants. C'est un délire juridique total que de laisser ce flou et un tel pouvoir à cette institution. Je suis assez stressé du changement, cette pression d'un minimum d'heures d'activité est hallucinante. Je ne vais pas me laisser faire, mais je suis bien conscient que l'institution est puissante. Je vais donc participer à engraisser les partenaires privés formation, car pour la plupart, on le sait, c'est du bullshit. Ah, bien sûr, c'est juste l'État qui donne de la thune gratos à des boîtes de merde qui font du scam en mode on va former les gens. Fils de chien, là. En outre, j'envisage à me syndicaliser chez CGT, voilà, pour avoir un soutien si j'arrive à ce stade. Alors CGT chômeur, vas-y, si vous êtes chômeur et que vous avez des trucs comme ça, allez-y. Non mais CGT Info, non? Ah bah oui, lui qui est dans l'informatique, mais est-ce qu'il traite... Ouais, mais est-ce qu'il traite les questions de lien en cas d'inactivité? Je sais pas. En tout cas, je sais qu'elle va pas me lâcher comme une moule sur un rocher, et qu'elle n'a pas été choisie pour ce job pour le côté social. Merci de m'avoir lu et courage si vous passez par France Travail. Elle m'a dit une phrase qui me reste en tête après lui avoir fait remarquer que les transports en commun me coûtent 10 € aller-retour pour venir en rendez-vous physique. Si je veux, je peux vous convoquer tous les jours. Mais attends, mais elle a cru quoi? C'était les flics ou quoi? C'est quoi, t'es sous bracelet électronique en fait? Maintenant t'es chômeur, t'es sous bracelet électronique de France Travail. Si je veux, je peux vous convoquer tous les jours, le coup de pression. Et ouais. Niveau 1. Ça, c'est grâce à Macron. Classique Pôle emploi. Ah, mais les gens, là, c'est pas un cas particulier. C'est les guides rapports à ce conseiller de la grande majorité des gens qui ont des rapports à Pôle emploi. Oui, désolé. Dans le même délire, attends. Tommy Fusion qui dit dans le même délire, j'ai reçu un courrier comme quoi la prochaine fois que je menace une téléconseillère de la CAF, ils porteront plainte contre moi. J'avais un taf à mi-temps sans possibilité de demande de chômage ou autre. Et ils venaient de m'informer que je leur devais 400 € suite à une erreur de leur part. Du coup, j'avais dit qu'il fallait pas se tonner si les gens finissaient par s'immoler dans les agences de CAF Pôle emploi, le tout en pleurs. Bah oui, évidemment. Donc la meuf, elle t'a fait craquer au téléphone et du coup, c'est toi qui dois t'excuser. C'est indécent, les gens. Mais c'est pensé pour vous terrifier, pour vous écraser, pour vous contrôler, pour... Voilà quoi, et ça permet aussi, c'est pensé aussi pour pouvoir en éjecter, pour pouvoir radier des gens. Ça veut dire que la mise sous pression comme ça permet de créer de la mise au pas des travailleurs et de pouvoir, ceux qui sont les plus récalcitrants, de pouvoir simplement les radier, les éjecter et de ne plus leur fournir aucun droit et aucun truc quoi. C'est vraiment pensé pour ça quoi, c'est pas une anomalie. Tu sais, c'est pas un truc qui a été mal fait ou quoi. It's a feature. Hein. Oui voilà, c'est ça. Ça a été pensé comme ça. Là, j'adore le titre. Travail de larbin, plus sous-payé, plus collègue servile qui pue, plus main molle et moite. Ah, j'ai trop hâte de lire ça. J'ai obtenu une rupture conventionnelle. Non seulement j'étais au SMIC à temps partiel, mais sur ce salaire de misère, l'État bourgeois me prenait chaque mois 200 € pour les amendes cumulées depuis des années dans les transports en commun. Il se servira encore sur mon chômage. Je ne te sens pas investi à 400%, me dit la chef. Je lui réponds que je serai éventuellement à 400% quand mon salaire sera augmenté de 400%. Ah, c'est pas possible! Tu as signé pour un SMIC! L'enfer, cette boîte. Que des collègues ultra serviles, l'un qui pue. Je redoute son arrivée. Il pue à plusieurs mètres et l'odeur ne quitte la pièce qu'une demi-heure après qu'il est parti. Il pue de la gueule aussi. Je n'ai pas le cœur de refuser de serrer sa main moite et molle. Il est ravi d'organiser des team building. C'est un lèche-cul de première catégorie. Jamais absent à moins d'être mourant. Et malgré tout ce léchage d'anus, d'où son haleine fétide, son avancement de carrière est très lent. Il semble ravi d'exécuter ses tâches répétitives et ingrates quotidiennement. Ravi et fier. Ah oui, continuellement, ravi et fier. Peut-on avoir honte à la place d'un autre ? Mais en quoi ça me regarde en fait? Qu'il soit heureux dans sa servitude et dans sa servilité, j'adore. Ça, c'était vraiment ma mentale de le salariat. La haine et la misanthropie que ça déclenche. Et surtout, moi, je trouve ça deep, c'est que comment tu te retournes sur tes collègues qui semblent heureux de ça, quoi. La haine que ça crée pour eux, c'est censé être tes camarades, tu vois. C'est de la haine par empathie. Peut-on avoir honte à la place d'un autre? C'est vraiment genre, j'ai honte pour lui, genre j'ai cette empathie, mais du coup, cette empathie me remplit de haine parce que putain, j'ai honte. Et c'est aussi cette situation-là qui empêche le collectif et le fait que les salariés se mettent ensemble. C'est que le gars qui est servile et qui suce la bite du patron n'envisagera jamais de s'organiser collectivement avec lui, et lui n'envisage même pas qu'une organisation collective puisse arriver, puisqu'il méprise tous ceux qui ont l'air d'aimer ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un truc que tu as une impossibilité de création de collectif, et normalement c'est à ça que les syndicats ça sert, c'est aussi ça l'intérêt, quoi. C'est que le collectif de salariés, de fait, tu vois, il n'est pas par magie, tu vois, c'est pas t'as besoin d'une structure qui le garantit, quoi. Sinon, ça ne marche pas, quoi. Ça donne envie de s'infiltrer de son entreprise pour foutre le bordel. Ah, de fou.
Alors attends, j'en étais où? Ça me regarde un peu, dans le sens où lui et moi appartenons tous deux à la même classe sociale. Je n'attends rien des classes moyennes et encore moins des CSP+, mais des prolétaires, oui. On les attend, jusqu'à ce que le climat devienne invivable pour les humains. Marx appelle ça le lumpen prolétariat. Alors oui et non. Mais il paraît que le concept est à revoir, qu'il est complexe, que le lumpen de l'Allemagne du 19e n'est pas transposable à la France de 2025. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si malgré tous nos efforts, il reste soumis jusqu'à la mort? Et si certains des êtres humains étaient serviles par nature? La dépression. Est-ce de droite de dire par nature? C'est vraiment le black pill, c'est vraiment le black pill de la gauche, quoi. N'y a-t-il pas de nature libre et des natures esclaves? Et mais là, c'est comme ça que les gens deviennent fascistes. Et c'est comme ça qu'un mec comme ça pourrait se faire Victor Ferriiser. C'est que la souffrance intériorisée du salariat, la haine du salariat et la haine de la servitude de tes collègues peut te mettre dans cette mentale-là et t'éloigner. Que toi, tu vaux mieux que. Parce que comme tu as la haine, c'est que tu te rends compte de la matrice. Hein. Et que surtout, la compréhension de leur servitude, tu en finis par la naturaliser. Et dire qu'en réalité, il y a ceux comme toi qui ne le supportent pas et ceux qui, biologiquement, naturellement, sont faits pour supporter le travail. Et c'est ce qui crée l'impossibilité du collectif. Parce que lui, tu vois, sa haine le rend débile. Sa haine le rend misanthrope et éloigné des autres, tu vois. Genre, c'est... Et ça, genre, c'est... Ça, je suis désolé de réfléchir comme il réfléchit. Et moi, en même temps, vraiment, je comprends de fou sa mentale. Vraiment. Hein. Genre, mais en même temps, c'est délétère, tu vois. C'est malheureux que ça soit comme ça, quoi. Mais tu vois, et c'est encore le truc de... C'est parce que j'en attends beaucoup des prolétaires que je suis d'autant plus déçu et que ça me fait encore plus prendre la pilule noire, quoi. Oui, voilà, tu vois, c'est ça. Oui, c'est la leftist black pill nihiliste, quoi. Genre, il est à la mentale, mais horrible. Bah oui. Mais c'est ultra compréhensible aussi. Quoi. Ouais, il y a une tentation essentialiste de fou. Mais parce que l'essentialisme est tellement plus simple, te donne une réponse tellement plus rassurante. Pas rassurante pour le monde, mais rassurante pour toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu peux y échapper, tu vois. C'est ça le... L'autre collègue porte sur son visage tout le poids des malheurs du monde et souffle 10 fois par heure de désespoir à anéantir le peu de joie vive qu'on peut avoir. À chaque fois qu'il croise un collègue. Traduction, posez-moi des questions sur mon mal-être, ma souffrance, ma solitude. Mais non. Ça n'arrivera pas. Tout le monde sait pourquoi tu souffres. C'est parce que ta vie est un enfer. Tu as un physique ingrat et tu fais le ménage depuis 35 ans pour un SMIC. Ta vie est tellement hideuse que tu tiens au boulot, que tu viens au boulot même quand tu es en vacances car tes collègues sont tes seules interactions humaines. Mais ça, tu vois vraiment le nihilisme que ça crée, le salariat. Bah oui. Tu vois, genre vraiment la c'est haine. Presque du Céline, tu sais. Bah oui, de fou. Mais c'est des vrais affects que tu traverses. Ouais, bah ouais. Et surtout... quand t'es dans des basques, tu vois, genre, il y a beaucoup de gens, on les voit sur Twitter qui parlent de syndicalisme toute la fucking journée. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de bosser dans des endroits où le concept de syndicalisme n'est pas une option. Où les gens autour de toi t'es soit intérimaire, t'es dans des petites boîtes, dans le leur commerce, petite entreprise, avec un manager, 2-3 salariés, ou si tu viens à un rendez-vous avec ton patron, avec un représentant syndical, ce qui est ton droit, tu vas te faire pourrir par tes collègues. Genre, c'est un truc, alors que c'est ton droit. Genre, c'est vraiment, genre, c'est. Et ça crée de la dépression. C'est que t'as l'impression que t'es abandonné, que c'est là que tu vois. Genre, mais rien que. Le pire de tout ça, c'est l'intérim. Moi, pendant les gilets jaunes, j'étais en intérim. Quand je voyais des gens débattre de vous y êtes pas aux gilets jaunes, que moi, je savais que. Parce qu'en plus, moi, je bossais les jours où il y avait les actes, hein, parce que je bossais tout le temps. C'était ouvert du lundi au dimanche, le truc. Si je mettais un jour de grève, mais ma mission, elle se renouvelait pas. On me rappelait pas. Et en plus, j'étais blacklist de la boîte d'intérim. Parce que affiché, truc. Et ça, et ça crée du ressentiment pour tes collègues qui sont les premiers à s'énerver sur les gilets jaunes. Parce que, comme c'est bloqué, moi, j'ai vu des gens qui pétaient des plombs parce qu'ils étaient obligés de venir à pied et qu'ils avaient 3 heures de marche pour pouvoir venir travailler à Rambuteau parce qu'ils habitaient chez Piou et qu'ils le faisaient parce que sinon la boîte d'intérim les terminait en fait. Genre c'est le truc et c'est là que tu vois et en plus qu'ils doivent mise en place la mise en concurrence du prolétariat. Et surtout qu'ils doivent bosser dans un quartier qui a été d'un point de vue d'urbanisme gentrifié et géré de façon à ce que les prolos ne puissent pas y habiter. C'est aussi ça quoi. Moi je me rappelle, c'était pendant la campagne des législatives 2022, enfin c'est après la présidentielle, où un peu le travail que faisaient les candidats au niveau de la Circo, premier arrondissement, enfin centre Châtelet, etc., c'est de faire un travail de dire il faut se battre pour faire passer une loi, pour obliger les communes qui ont beaucoup de magasins, de commerces, etc., à faire en sorte que les travailleurs puissent habiter à l'endroit de leur lieu de travail, tu vois. Genre rien que ça, tu vois, de faire un truc de... Rien que... de pas en faire des endroits où juste...
tu viens que pour bosser et après, juste, tu regardes ça de l'extérieur, quoi. Ah, moi, je vois, les tafs que j'ai fait dans Paname, dans les petits commerces, c'était que des gens qui vivaient plus ou moins loin en banlieue. Pour la grande majorité intérimaire, souvent, tu avais 1 ou 2 salariés payés comme salariés, mais qui étaient de fait les manageuses de l'équipe tournante d'intérimaires avec des missions de 2 semaines reconduites. Bam, bam, bam. Et voilà, quoi. Et en fait, t'avais des gens qui étaient payés comme des salariés de vente classiques qui en réalité faisaient un travail de management auprès d'intérimaires et tout le monde était payé pareil, quoi. Et ça, et là, le concept de défense des droits ça n'existait pas, quoi. Et notamment parce que les 2 salariés avaient été choisis pour salariés parce que tout sauf dans la capacité de défendre les intérimaires, de défendre les salariés, de défendre les conditions de travail, de faire des trucs, tu vois. Et c'était les premières, moi je me rappelle, les 2, c'était des mêmes justement. Et elles, leur discours, c'était « Mais moi je suis japonaise, on a la belle vie, le travail en France. J'ai arrêté de travailler au Japon et j'y retournerai jamais parce que être une salariée sous-payée à trouver ça cool de marcher 3 heures pour venir taffer dans ma pâtisserie de merde, c'est toujours plus enviable que quand je taffais au Japon. » Et du coup, elles, leur angle alpha, mais c'était elles étaient parfaites pour protéger l'entreprise. Et puis mais c'est aussi ça, tu sais, le truc de les Asiatiques, minorité modèle, ils sont bosseurs, etc. C'est vrai que tu as aussi le truc de aussi c'est au hasard parfois aussi qui viennent de comment dire, genre je sais pas, dans l'histoire de la japonaise. Bah oui, mais parfois c'est aussi parce qu'ils viennent de pays où les droits ils sont encore pires et ils sont exactement ce que Macron veut faire en France, quoi. La chef pue de la gueule, elle aussi, une horreur. À 60 ans, elle en fait 75. Elle a le dos éclaté à force d'être le cul dans son fauteuil devant son ordinateur. Elle a lu sur LinkedIn qu'il fallait déléguer les tâches, elle semble heureuse. Elle a voté pour la retraite à 65 ans. Les autres collègues jouent à qui sera le plus servile. J'essaye d'observer ce spectacle pitoyable en prenant de la hauteur, en essayant de ne pas juger. Ils font comme ils peuvent, peuvent-ils être autres qu'ils sont? Et moi? Peut-être que je n'ai pas choisi de ne pas me soumettre. De même qu'ils n'ont pas choisi de se soumettre. Ni honte à eux, ni fierté pour moi s'il n'y a pas le choix, non. Comme dit la chanson, bon là il suite du Marilyn Manson. Et la morale ici n'a pas sa place, il n'y a que des faits. Des soumis, des insoumis. Sans bien ni mal. J'essaie de surmonter mon mépris pour eux, c'est dur. J'ai envie de dire déchet. Quand vous porterez une laisse à un collier, vous n'aurez que ce que vous méritez. Et ça crée soit des droitards fous, soit des stirneriens individualistes, anards, complètement fous, complètement dégènes et méprisants. C'est là que tu vois que avoir une conscience de classe et avoir une conscience des rapports de force, de l'aliénation du salariat, ne va pas forcément te mener à l'action collective, ce n'est pas vrai. Oui, pour moi, ça, c'est un très bon exemple. Tu vois. Genre, c'est parce que tu as des gens qui sont juste prolétaires, salariés, qui n'ont aucune conscience de classe, ceux qui l'appellent comme ceux qui sont dans la servilité, mais tu as aussi des cas comme ça, quoi. Merci pour ce live, tu mets des mots sur mon expérience au taf, impossibilité de se syndiquer dans un job rempli d'immigrés qui se font niquer leur visa s'ils se syndiquent. Un discours de gauche honnête sur ce sujet. Bah oui, non, mais en même temps, c'est pas normal. Genre, et puis, c'est pas de la faute des syndicats. Parce que, en fait, des fois, t'as l'impression que les gauchistes un peu radicaux le syndicat, quand tu dis ça, t'as l'impression que c'est un discours anti-syndicat. Alors que moi, c'est un discours de regret, d'impossibilité que le syndicat puisse faire son travail parce que la société c'est presque un deuil de ce qui a déjà été détruit. A été façonnée et organisée pour les rendre impuissants au plus d'endroits, dans le plus de secteurs possibles. C'est que c'est même pas eux qui décident. Si tu commences à te rebeller quand t'es intérimaire, ta boîte d'intérim te blacklist, ça c'est pas de la faute des syndicalistes, c'est pas à cause d'eux, quoi. Même si on pourrait dire que des fois t'as des syndicalistes qui font payer aux intérimaires des trucs, mais bon là c'est des cas. Et là j'aime bien moi parce que là ce que je trouve deep aussi, c'est les discours de jeunes qui sont terrifiés par ce qu'ils vont vivre. Je suis au début de la vingtaine et cette année je suis en alternance. Je me suis toujours bien débrouillé à l'école, même si c'est pas ce que j'aime le plus. Mais travailler a toujours été pour moi quelque chose de normal. Il m'était inimaginable de ne rien faire. Cependant, maintenant que je suis assez souvent en entreprise, bientôt 1 an, je n'arrive pas à accepter que cela soit un avant-goût de ce qui m'attend. Si jamais je trouve un CDI, passer 8 à 9 heures au bureau, 5 à 6 réunions quotidiennes sur des sujets inutiles m'exaspère. On revient sans cesse sur les mêmes sujets, il faut jouer le jeu. Prendre la parole pour ne rien dire d'important, parce que sinon on nous reproche de faire partie du décor. Bref, c'est très lourd. J'ai de plus en plus de mal à faire semblant. Après, il y a quand même les pauses café avec les autres alternants. Et parfois, même si c'est très rare, des projets intéressants. Je réfléchis à un projet entrepreneurial, mais l'insécurité me fait aussi peur. Ma question pour ceux qui sont passés par là, comment avez-vous fait pour accepter ou au moins tolérer le fait de travailler? Avez-vous des conseils pour mieux le vivre? Merci beaucoup. Et tu vois leur cerveau matrixé. Mais parce que c'est ce qu'on disait sur la façon dont Victor Ferry voit ces gens-là comme une manne sur laquelle il peut capitaliser. Voilà, et ce message-là, c'est la cible de Victor Ferry. De le début de non putain.
Je veux pas faire ça toute ma vie. Mais parce que c'est horrible. Mais parce que je veux peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah bah oui, bien sûr. Et ce qui est deep, c'est la question, tu vois. Comment t'as fait pour accepter ou tolérer? C'est un peu le truc Severance, quoi. C'est quoi votre hack pour supporter ce truc potentiellement toute votre vie? Et en fait, c'est soit le choix de toi, tu fermes ta gueule, tu supportes, tu tolères, soit t'essayes éventuellement de trouver un échappatoire individuel qui sera peut-être aussi une énième illusion, quoi. Bah oui, moi c'était l'héroïne par exemple. Hein. Là, ce qui est décrit, j'avais le même âge. C'est simple, hein. Je m'injectais de l'héroïne dans le bras, dans les toilettes de tous mes travails. Et puis après, j'étais un salarié modèle. Voilà quoi, genre chacun fait ce qu'il peut, quoi. Quelqu'un qui a aussi du potentiel révolutionnaire dans ces trucs, moi je suis d'accord avec toi. Ah, totalement. C'est que des gens qui ont conscience de l'aliénation qui les attend et qui la rejettent, quoi. Toute la question, c'est comment les politiser et comment créer les possibilités de l'action collective. Et que le premier obstacle à l'action collective, avant même la qualité d'éventuels militants et militantes de gauche, avant tout ça, c'est rien que l'organisation du travail salarié en France, faite pour éloigner le plus possible les travailleurs des syndicats. Rien que ça, c'est... Déjà, cet obstacle-là à dépasser va être compliqué, quoi. Le public de Ferry partage le constat sur le salariat, mais bien sûr, moi je pense Mais parce que le constat est juste. En fait, c'est que t'as souvent le truc de la gauche, on a des bons constats, on a les bonnes solutions, mais le problème c'est que c'est des solutions qui sont coûteuses, qui sont difficiles à mettre en place, structurelles, qui sont sur le long terme, qui nécessitent le collectif. Et du coup, forcément, c'est plus facile, entre guillemets, d'aller vers l'individuel parce que ça te permet de passer des potentielles désillusions électorales, en termes de lutte, etc., quoi. En fait, c'est des solutions la de gauche propose... En fait, Ferry, c'est l'héroïne de ces gens-là. La gauche propose de faire chuter le capitalisme pour tout le monde. Victor Ferry te propose une formation pour que toi, tu restes chez toi à boursicoter. En fait, il y en a un qui ne dépend que de toi et qui a un horizon soi-disant atteignable à très court terme, alors que l'émancipation collective des travailleurs, c'est un objectif tellement loin que des fois, c'est plus facile de choisir la survie individuelle, quoi. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut faire les deux. C'est qu'il faut trouver des négociations avec le réel du marché du travail pour en souffrir le moins possible, tout en se battant pour mettre fin à ce système-là, quoi. De fou. Et ça a donné Zawaprod, par exemple, mais qui est typiquement. Qui est un exemple parmi 10 000 autres solutions et manières de vivre ce paradoxe-là, quoi. Qu'est-ce qu'elle est, quoi. C'est limite métaphysique, cet objectif. Ouais, mais en même temps, l'abandonner serait une catastrophe parce que sinon, ça donne celui qu'on a vu juste avant de haine aveugle des autres prolétaires, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a une question de foi, d'affect, de religieux dans la lutte politique, quoi. C'est parce que c'est pas juste une question d'avoir un SMIC, c'est aussi une question de ça veut dire quoi vivre, ça veut dire quoi vivre bien, ça veut dire quoi être heureux, ça veut dire quoi en fait. C'est toutes ces questions qui sont soulevées quand t'as un taf de merde aussi, c'est que t'es confronté face à tout ça. Et c'est pour ça que les dépressions, c'est pour ça que ça crée des dépressions en fait, parce que ça crée vraiment une rupture dans ta psyché même, quoi. J'ai commencé à travailler il y a 1 an et demi. Je me suis fait niquer 2 fois sur mes droits dans 2 tafs différents. Ça me rend déjà misanthrope et haineuse du monde du travail. Mais c'est normal. C'est logique, surtout quand t'as une conscience un peu de gauche, etc., quoi. Moi, c'est pour ça, la culpabilisation... En fait, moi, le discours individuel sur qui fait du vrai travail ou pas, moi, moi, ça m'insupporte. C'est encore du flicage. C'est insupportable. Les gens, ils négocient avec ce qui leur est le plus acceptable pour eux-mêmes. Et ça dirait à un moment donné de s'obséder des individus de ce qu'ils font. Enfin, genre vraiment, regardons qui défend quoi. Tu sais, les messages de « Ah bah oui, mais dans le réel, les gens, ils ont un vrai travail et ils militent. » Bah oui, mais du coup, c'est quoi? Genre, qu'est-ce qu'une fois que t'as dit ça, t'as rien dit? Genre, à un moment donné, la vérité, c'est de créer les conditions d'une prise de pouvoir, quoi. Et si penser que créer les conditions de la prise de pouvoir, c'est aller fliquer les gens qui arrivent à la marge à éviter ce truc-là, et ben putain, on n'est pas sorti d'affaire. Mais ça, c'est là que tu vois que c'est l'angoisse lumpen. L'angoisse des mercenaires, de ceux qui fuient le collectif salarié aliéné et qui, du coup, en quittant ce truc-là, quitteraient aussi la possibilité de transformer les conditions de vie de ce qu'ils ont quitté. Bah non, si tu l'as quitté... Les alliés objectifs de la bourgeoisie. Quand tu le quittes, souvent, c'est des gens qui ont une conscience de classe aiguë. Et moi, ce que je trouve que tu vois là-dedans, c'est que le problème, c'est pas la conscience de classe, c'est les réponses politiques apportées. Soit de la haine, soit des gens qui se disent « je vais partir dans l'entrepreneuriat, je vais boursicoter, etc. » De l'isolement, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs sur taf de gens qui racontent leur stratégie de survie au RSA. T'en as beaucoup là-dedans aussi, comme ça, de dire moi je suis au RSA, j'optimise, machin, etc. Truc. Et la question, c'est pas d'aller fliquer des gens qui préfèrent être dans la merde avec 450 balles au fin fond de la province. C'est de mobiliser politiquement aussi les gens qui sont en rupture avec le salariat, parce que je suis désolé, ils ont toutes les raisons d'être en rupture avec le salariat de merde, quoi. Genre, arrêtons de les fliquer et réfléchissons comment mobiliser le plus largement possible, le plus de monde possible. Ah, merci, amen. Et il y en a plein de trucs comme ça. Ma santé mentale vaut-elle 2200 € par mois? Genre, c'est le même délire. Ouais.
Je me sens terrorisé, je sais pas quoi faire. J'ai la boule au ventre en allumant mon PC tous les matins. J'ai la boule au ventre quand je vois que mes candidatures au niveau local ou en remote ne portent pas non plus leurs fruits. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai 2 enfants, trop compliqué de tout stopper pour reprendre mes études. J'essaie de me dire que j'ai beaucoup de chance, un boulot en CDI, du full remote, un toit au-dessus de ma tête, un salaire meilleur que les gens qui ont bac plus 5. Mais clairement, je suis malheureux. J'ai envie de péter un plomb. Comment voir le putain de verre à moitié plein? Ou avoir les couilles de me barrer sans être terrifié par l'avenir. Et voilà, l'aliénation, la pression. Mais c'est aussi pour ça que la réduction des heures de travail, ça fait aussi partie des revendications majeures, tu vois. Rien que faire en sorte que ce soit pas toute ta vie, que tu sois pas obligé, enfin bref. Et c'est ça aussi qui m'énerve, les gens qui sont en mode, vous essayez de vous présenter comme des problèmes machin, mais genre, mais moi j'ai une conscience tellement aiguë de mes privilèges et de ce à quoi j'ai échappé, vous vous rendez pas compte. Dernier jour de Francis, après une belle carrière dans notre magasin Auchan Béthune, il est temps pour lui d'aspirer à sa nouvelle carrière de retraité. Merci pour toutes ces belles années de travail et de complicité, nous te souhaitons une très belle retraite. N'hésitez pas à lui faire un dernier coucou. Ta nouvelle carrière. Ouais, nouvelle carrière. Hein. Putain, pourquoi pourquoi carrière, quoi? C'est chaud, hein. Ouais. Alors, comment rage quit cette routine? Tu vois, il n'y a que ça, quoi. Ouais. Je n'aime pas travailler, j'ai 23 ans, j'ai juste envie de voyager, de bouger toute la journée, de casser la routine. En fait, je pense que je suis dans le déni parce que dans aucun monde, je peux continuer comme ça jusqu'à 64 ans. Et je pense qu'à rage quit cette société capitaliste de merde, mais je vois pas comment, à part m'isoler dans des coins hyper reculés, loin des grandes villes. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ressentaient la même chose, qui ont réussi à trouver la paix d'une quelconque manière? C'est encore les ça, gens, c'est en appellent mode au secours, en fait, soit la voyez-le. rupture, soit me réconcilier avec le fait que je vais avoir une vie de merde. C'est vraiment, mais parce que tu ne peux pas t'échapper à ça. Les gens, ils appellent au secours, ils font que souffrir au travail. Et vous, Ouais. vous faites du signalement de vertu de moi, j'ai un vrai travail et en plus je milite. Vous êtes des petites merdes parce que vous faites pas ça. Genre, c'est moi, je trouve ça méprisant et indécent. Pour moi, c'est vraiment le truc de. Pour moi, il y a un côté de la loi du plus fort, Oui. de supporter le travail et l'aliénation. De moi, en plus de c'est supporter presque de ça, l'eugénisme. je donne le reste du temps à me battre. Je trouve ça Ouais. vraiment, genre, c'est. Alors que justement, les gens qui sont comme ça, trop bizarre qu'à gauche. ils te regardent. Ils te regardent militer et ils sont en mode mais putain, mais en plus tu perds ton temps à me vendre un truc trop beau pour être vrai, quoi. Parce que c'est aussi des gens qui y croient pas, quoi. Mais oui, c'est alors déjà le premier truc, c'est comment y croire. Alors que déjà. ça devrait être les premiers à vouloir se battre, quoi, et à rejoindre le truc. Et tu vois qu'ils se font matrixer par des Victor Ferry complètement cons, quoi. Est-ce que tu penses que ça convainc vraiment que Victor Ferry, ces gens-là? Ouais. Ah oui. Oui, les boursicoteurs, les trucs de formation, les gens en souffrance au travail, c'est les premières cibles de ces mecs-là. Genre, je suis pas en train de te dire que t'as une masse de gens en France qui font ça, mais ça existe en tout cas. Et même des gens qui choisissent la survie au RSA, ça existe aussi. Les gens, mais moi, le nombre de tous les gens autour de moi, le choix de survie, moi, je vois ma strat, elle était simple. C'était de cotiser pour pouvoir aller au chômage. Et dès que j'avais le chômage, je partais. Et après, je retournais dans des tafs pour cotiser le chômage du derrière. Et si un jour Twitch, ça s'arrête, c'est ce que je referai. Je retournerai en intérim quand j'aurai le chômage. 2 ans d'intérim, 1 an de chômage, 2 ans d'intérim, 1 an de chômage. Si tant est que ça existe encore quand j'en suis à ce truc-là. Parce que là, même les ruptures conventionnelles, c'est on peut plus faire ça maintenant. Il y a un truc de ce qui est légitime à défendre, c'est le vrai travailleur, le vrai travail, quoi. Ce concept, cette invocation permanente du vrai travail, moi je trouve ça crado. Et en plus, moi, il y en a beaucoup, j'ai envie de dire profession des parents, capital immobilier, quel travail. Hein. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. C'est un discours bourgeois, le truc de vrai travail. C'est pas vrai, les gens, c'est pas vrai. Ça a toujours été à gauche. L'opposition prolétariat, lumpen prolétariat, c'est aussi ça. Et en plus, ça a même un peu du sens. Tu vois, genre par exemple, moi je trouve les intérimaires, c'est l'exemple de ça. C'est que les intérimaires, par exemple, servent objectivement à casser des grèves, servent objectivement à remplacer des postes bien payés en CDI. Les intérimaires sont les mercenaires du capitalisme. Enfin, genre, c'est réel, par exemple. Et les syndicalistes ont objectivement, les syndicats, les gens de gauche ont objectivement raison de s'attaquer à ce que c'est la gestion des intérimaires, à ce statut. Mais en même temps, la vérité est que les intérimaires sont des gens qui prennent ultra cher et qui sont impossibles d'intégrer ou presque à des collectifs. On va te dire, mais si les intérimaires, ils peuvent se syndiquer, etc. Mais enfin, de fait, leur intérêt direct d'intérimaire, il n'est pas là. Genre, quand t'es plongé dans le sac, c'est le seul endroit où t'arrives à trouver du taf, tu sais que tu ne seras pas défendu, que tu ne vas pas obtenir de droits directs grâce au syndicat. Par contre, tu peux militer pour la révolution, dans un cas plus large, etc. Mais tu ne peux pas prétendre que leur intérêt direct quotidien de travailleurs peut être défendu. Ces gens-là ne sont pas... Tu ne rentres pas dans le cadre des intérêts de travailleurs défendus par les syndicats. L'intérim, ce n'est pas vrai, par exemple. Et qu'est-ce que tu fais de ça politiquement? C'est-à-dire que les intérimaires, tu dois les convaincre de se battre pour quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus loin, parce que leurs intérêts matériels immédiats ne peuvent pas être défendus par la gauche
et par les syndicalistes. Tu peux pas avoir... Parce que quand tu es en CDI, avoir des rendez-vous avec un représentant syndical, enfin, genre tout ça, c'est possible. Mais ça, depuis, c'est quand même de moins en moins vrai, quoi. Même s'il y en a encore beaucoup et qu'il faut continuer. Enfin, tu vois, il y a un truc, il y a un paradoxe, il y a des zones de flou où l'incantation du vrai travail et du syndicat est un peu con-con, quoi. Pour les gens qui posaient la question, le concept de lumpenprolétariat, chez Marx, c'est vagabonds, soldats renvoyés de l'armée, les échappés de caserne et des barnes, les escrocs, les voleurs à la roulotte, les saltimbanques, escamoteurs et pickpockets, joueurs macro, patrons de bordel, portefaix, écrivassiers, joueurs d'orgue de barbarie. C'est vraiment, en fait, quand ils parlent du lumpenprolétariat, c'est les mendiants, c'est la bohème. C'est vraiment, c'est les... Ah, mais il y a les mafieux qui rentrent dedans, les criminels, etc. Oui, ouais. il y a les mafieux, les criminels, etc. Mais la vérité, c'était que c'est déjà une vision réactionnaire de ça. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que là où ils disaient « Ah là là, ils sont vulnérables à la pensée réactionnaire, et puis en fait, c'est eux qui se convertissent au fascisme parce que c'est les plus désespérés », bah, tu as aussi des auteurs comme Frantz Fanon qui disent « Bah en fait, non, dans les populations colonisées, c'est les premiers à être révolutionnaires, justement. » Donc tu sais, t'as un truc de... Ça, c'est les marginaux, mais... À l'époque où j'étais en squat... et que je m'insultais avec Paduring quand il était d'extrême droite, c'était l'argument qui m'en sortait tout le temps. Oui, qu'on était le lumpen libéral lumpen va se vendre à libertaire. l'extrême droite, c'est ça. Non. Alors qu'en Mais réalité, non, lui, il c'est disait déjà... pas qu'on allait se vendre à l'extrême droite, qu'on se vendait au capital. C'était lui qui se vendait à l'extrême droite à l'époque. Ah oui, lui, c'est quand il était l'extrême... Oui, justement. C'est que lui, il disait qu'on était le lumpen libéral libertaire, intéressé, et qu'on se vendait au capital, et qu'on était plus intéressé par les Noirs, les Arabes et les LGBT, et qu'on était des traîtres à la lutte des classes, quoi. Ouais. Mais parce qu'en fait, le lumpenprolétariat, c'est juste un concept pour dire ceux qui sont en dessous des prolétaires, eux, on peut leur taper dessus. Alors pour différentes raisons, soit ils se vendent au capital, soit ils se vendent au fascisme, ou alors soit ils deviennent révolutionnaires, tu vois. Genre tu sais, t'as un truc de, quand les gens ils parlent du lumpen, ça reste un instinct de contrôler les marginaux qui échappent au contrôle des centrales syndicales. Alors même qu'en France, il n'y a plus de centrales syndicales qui incluent toute la force de travail, enfin qui structure la force de travail. Quoi. Quelqu'un en qui je me reconnaissais, je me rappelle quand j'étais ultra dans la merde, où ça filme le retour au travail après mai 68, et où t'as une scène où t'as une femme qui hurle qu'elle veut pas retourner travailler, qu'elle veut pas y retourner, et t'as des syndicalistes qui lui disent mais si, on a réussi à avoir ci, on a réussi à avoir ça. Elle est en mode mais tout ça pour ça, à quoi bon? Moi je veux pas y retourner, c'est mort. Et moi je me suis toujours reconnu dans cette meuf là. Le salaire, le taulier, vous l'avez mis en échec tous les points. Hein, bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. C'est engagé, il a reculé. Moi je suis tellement la meuf. Vraiment, toute ma vie, je me suis projeté dans cette meuf. Oui, il a reculé. Il est tellement... Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vite. La jeune ouvrière a pour interlocuteur 2 membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Et ça, mais bon, enfin bref, oui. Encore une fois, je fais pas mon antisyndicalisme primaire. Faut le dire, moi je suis désolé, ça m'énerve trop. En vrai, c'est aussi parce que la CGT, elle a accepté des accords avec Pompidou, Chirac, etc. Qu'il y ait des augmentations de salaire, certes, mais que la grève qui était en train de prendre massivement, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Si, camarade Iliette, fallait le dire. Ah non, mais bon, en fait, moi j'ai pas envie de faire le vendeur de l'après 68, Action Directe, etc. Mais si en fait il y a eu des désespérés qui ont pris les armes, bah, c'est aussi parce qu'ils étaient encore dans l'espoir que mai 68 avait généré en eux. Et que les pleurs de cette dame, bah, indirectement, c'est justement tous ces mouvements un peu plus contestataires, un peu plus violents, un peu autonomes, tu vois, El Famoso, les autonomes, tu vois, qui vont se distinguer des syndicats. La jeune ouvrière a pour interlocuteur 2 membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Oh là là. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent là. Enfin, avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire de toute façon, alors. Oh là là, oh, je l'aime. C'est tellement moi. C'est trop beau, c'est trop triste. On va y arriver, l'imposer. Ouais, de toute façon, c'est fini, maintenant on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec tout ça il y a 3 semaines. Elle a raison. C'est un jour. C'est une étape, c'est pas... pas... oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas de C'est pas fini, c'est une étape. Eh ouais, c'est une étape. Et maintenant, t'inquiète, il va y avoir plus que des renoncements. Ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, il faudra que les travailleurs... On l'avait dit, ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais pour l'instant, on va travailler. Ouais. Désolé, la mise au pas des travailleurs par les calis, c'est arrivé tellement de fois. Genre, et t'as aussi des gens de la CGT qui auraient eu le même discours d'elle. Moi, j'essentialise pas le syndicat, les syndicalistes. Moi, je fais pas ça, moi. Ça n'existe pas. Mais ça aussi, ça existe. Puis elle, c'est pas qu'une ouvrière aussi, c'est une syndiquée, j'imagine. Et c'est pour ça que attaquer Sophie Bini toute la journée, alors qu'elle a ses relais
dans les cadres syndicaux, partout, dans toutes les fédés, bref. Parce un que syndicat peut dépasser sa direction. C'est pas Sophie Binet qui empêche la grève, c'est faux. Qu'elle agisse pas activement pour le faire, je suis d'accord avec vous, mais faut arrêter de mentir à un moment donné aussi. Genre, le mouvement social, il dépend pas que de 20 personnes dans des bureaux à Paname de la CGT. C'est de la mais pensée après, magique. désolé, ça fait du bien de répondre ça aux gens qui, pendant les élections, quand on dit votez Mélenchon, nous disent non, en fait, c'est la grève générale révolutionnaire qui amènera la révolution. En fait, vraiment, les élections, ça sert à rien. Tu vois, genre, c'est aussi un peu un plaisir de leur faire la leçon maintenant en retour, tu vois. Genre, bon. Oui. En tant que zinzin soumis, je comprends pourquoi tu dis ça, mais bon. Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant. Oui, d'accord, il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain, algérien. A fait dépouiller le vote. Il a dit que c'est les Africains, les Nord-Africains, les Portugais qui ont cassé la grève. T'as vu son sous-entendu? Tu vois le racisme depuis le début, hein, comment c'est pour diviser la classe ouvrière, pour les monter les uns contre les autres et pour bref. La gauche blanche, hein. Le coût des vacances qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule. 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis. Mais pourquoi? Tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer. Mais non, oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un mais il y en a pas mal. Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité et bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qu'il faut d'ailleurs cette unité. Comment je rentre pas, c'est pas la peine. C'est ça aussi qui est aussi rageant. C'est que quand ils détaillent tout ce qu'ils ont gagné, entre guillemets, c'est juste de l'opportunité pour les patrons de reconstituer la force de travail aussi, tu vois. Genre, c'est aussi qu'on sort pas de la reproduction à l'équilibre de la force de travail, quoi. Ah bah t'as un peu plus de congés payés, bah génial, tu vas pouvoir te reposer une semaine, comme ça tu vas retourner au boulot. Surtout que les deux mecs qui lui parlent ne vont pas aller faire son taf, mais bref. Ah ça c'est clair. Il y aura des représailles, imagine-toi sa place, elle vient de gueuler maintenant. Les représailles. Mais représailles. Paternalisme aussi. C'est qu'il y a une section syndicale forte qui veille. Ils en ont une, ils s'en Et ils en ont une. Représentants syndicaux en costard-cravate qui entoure la meuf et en mode bien paternaliste, en mode allez, tu vas rentrer là. En même temps, jour le jour, il n'y a que ça pour défendre les droits des salariés. Bah ouais. Il reste plus que ça. Quand t'es en conflit avec ton patron, si tu vas pas voir un délégué syndical pour te défendre, t'es finito. Mais du coup, moi je trouve que là où Iliès a raison dans sa formation trotskiste-léniniste, c'est le syndicat défend les intérêts des travailleurs et le parti prend le pouvoir, quoi. Genre parce que en vérité aujourd'hui, genre l'impact réel des syndicalistes, c'est de défendre des gens qui se font virer pour des mauvaises raisons, qui se prennent des sanctions injustes par leur hiérarchie, des trucs, et ça là-dessus, désolé les gens, mais s'il n'y a pas le syndicat, les gens se retrouvent seuls. Enfin, si tu prends le délégué syndical pour foutre un coup de pression, pour avoir ton chômage, pour avoir ton truc. C'est ça, genre désolé, t'as un syndicat, c'est pas là pour attendre et un jour faire une grève générale. Il n'y a pas de, tu vois, genre, ça ne sert pas à ça le syndicalisme, désolé. Même si par ailleurs, les syndicats ont leur part à prendre dans la grève générale, dans la révolution, pourquoi pas. Mais de fait, c'est pas leur utilité première, quoi. L'indépendance du syndicat par rapport au parti, c'est on n'en reviendra jamais. Mais ça se discute qu'il faut que ça soit autonome. En vrai de vrai. Une autonomie relative. Parce que y a une époque, quand tu rentrais au parti, tu prenais ta carte au syndicat aussi, hein, les gens. Genre c'était automatique. Hein. Bah, c'est ce que raconte Mélenchon. C'est pas comme en Grande-Bretagne où c'est le syndicat qui fonde le parti. Et où là, pour le coup, t'as un poids vraiment de vote particulier à l'intérieur du parti, du syndicat, etc. quoi. Et sauf que ça, c'est aussi hérité d'une période où il y avait une classe ouvrière organisée concentrés dans des endroits, dans les mêmes endroits, avec une masse ouvrière syndiquée massive, etc. Et tout ça a été détruit par le néolibéralisme. En fait, il faut aussi penser les nouveaux rapports, pas à l'aune de ce qu'on faisait au XXe siècle, mais à l'aune de comment le néolibéralisme a réorganisé les rapports de travail et donc les rapports de pouvoir. Et oui, et c'est là que le zinzinsoumisme reprend. C'est que d'où toute la théorie peuple vs oligarchie, mouvement gazeux, quoi. Dire à un moment donné, les grands collectifs ouvriers qui arrivent, enfin tu vois, genre ça n'existe plus. Comment on fait pour fédérer des gens, quoi. C'est complicado, hein. De toute façon, globalement, je pense qu'on a des structures et des institutions politiques qui sont indépassables et utiles dans plein de cadres et dépassées dans d'autres, que ça crée des paradoxes de pensée. Moi, j'ai l'impression que chercher des responsables, que ça soit chez les marxistes orthodoxes, chez les boutiquiers, chez le NPA, j'ai l'impression que tout le monde a envie de trouver ce qu'il faut abattre
pour créer un mouvement de masse. D'où 200 tweetos, hello, et la pas du team disparaîtrait. Qu'est-ce que ça changerait au climat fasciste? Ça me paraît être une chimère dans laquelle tout le monde tombe. Je trouve ça tellement faux. Non mais c'était cool. Les gens, trouvez votre réseau militant proche de chez vous qui correspond à vos idées et allez-y quoi. Que ce soit la fille, que ce soit le syndicat, que ce soit des associations, voilà quoi. Il y a des choses à faire. Militer à la fille, on est partout. Bah, c'est sûr qu'il y a un truc que vous êtes sûr de trouver, c'est votre GA. Ça c'est sûr qu'il y a toujours un GA qui traîne. Vous pouvez aller vous embrouiller sur des boucles. Ciao les gens. Sur ce les gens, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Vas-y, rechante-nous ton chant antisyndicaliste là. Et vous, les gardes-chourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne tromperez pas. Ça ne marche plus, il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les travailleurs, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.